meilleure radio. Radio Afrique Santé. Les meilleurs animateurs. Le son qui vous fait vibrer. La meilleure radio. Madame, monsieur, bonjour et merci d'être au rendez-vous de votre émission Hémisphère droit, Hémisphère gauche. Aujourd'hui, nous parlons encore une fois des différents facteurs de dépression, mais cette fois-ci avec un médecin psychiatre. Son nom, Dr Racine de Pascal Viou. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. À ce micro, je suis Erwan Olindi à la réalisation Tibus Arihenu. Hémisphère droit, Hémisphère gauche de ce jour. C'est parti. Demain sera bien mieux qu'hier, je te le promets. La galère est la meilleure des prières. Retour en studio et c'est avec cette chanson que nous allons poursuivre l'émission. Docteur, dites-moi, quand est-ce qu'on parle de dépression? Merci monsieur l'animateur. Moi c'est le docteur Vieux Racine de Pascal. Je suis médecin en spécialité de psychiatrie. Je suis invité ce jour pour discuter, pour parler un peu de la dépression. Bien sûr. Et la question qui m'est renvoyée c'est quand est-ce qu'on parle de la dépression? C'est ça. Voilà. La dépression c'est un état de souffrance morale et de détresse psychologique qui se manifeste par en premier plan une humeur triste, la tristesse de l'humeur, le repli sur soi et des sentiments de vide, de désespoir qui durent au moins d'une façon permanente pour au moins 2 semaines. À partir de 2 semaines où ces symptômes majeurs évoluent, on pourrait pleinement parler de dépression chez l'adulte. Donc c'est dans ce contexte on parle généralement de dépression. Et il faut dire que c'est une maladie psychiatrique qui touche beaucoup de personnes dans le monde entier. Et au moins 5% de la population mondiale sont, à l'heure où je vous parle, déprimés. Et au moins une personne sur 3 fait une dépression au cours de sa vie. Ce sont des adultes ou bien tout le monde peut en souffrir? Oui, la dépression, c'est du bébé jusqu'à l'adulte. Même le bébé peut faire sa dépression. Donc, bébé, enfant, adulte, tout le monde est concerné par la dépression. Donc, c'est 5% de tout le monde? Oui, de la population. De la population? Oui, tout le monde. D'accord. Alors, c'est vrai que vous l'avez implicitement dit, mais nous allons revenir sur ça. Souffrir de dépression, est-ce que être malade mental? La population a cette façon de coller des étiquettes. Dit qu'on est malade mental. Mais nous sommes tous malades sur le plan mental. Nous sommes des malades ambulants. Je ne dirais pas ça, mais chacun d'entre nous, nous allons tous les jours à la recherche d'un certain équilibre au niveau psychologique. Personne n'est suffisamment en équilibre psychologique. Tous les jours, nous essayons de nous adapter et de nous mettre en équilibre avec les différents facteurs, les différents événements de la vie qui peuvent essayer de nous déstabiliser sur le plan psychologique. Donc, quand on prend la dépression, je pourrais dire que c'est quand les capacités d'adaptation de l'homme n'arrivent plus à être efficaces pour pouvoir gérer des événements de vie difficiles. Je ne vais pas les appeler malades mentales, point d'interrogation, mais je vais juste dire ceux qui sont en difficulté sur le plan mental. Tibus, on remonte en musique. Alors
docteur, dites-nous quels sont les symptômes de la dépression. Les symptômes de la dépression, c'est connu de tous. Quand on parle de dépression, c'est d'abord la tristesse profonde au niveau de l'humeur. C'est une personne qui a une douleur morale manifeste et cette personne commence à montrer déjà dans le visage que cette personne est triste. Il n'y a pas de traits de visage. Quand vous voyez les traits, on sent que cette personne est triste. En dehors de ça, cette personne déprimée est une personne dans un certain désespoir qui a cette façon de se replier sur elle-même. Donc cette personne commence à se détacher de son environnement habituel et vous voyez que sa vie devient un peu plus fermée sur lui. La personne s'enferme dans sa chambre, ne sort pas. En dehors de ça, ça agit sur sa concentration. Du coup, tout ce qu'il arrivait à faire efficacement avant, il n'arrive plus du tout à le faire. Donc, il a des troubles. La personne a des troubles de la concentration associés à son état. La personne a une lenteur dans l'exécution des tâches, sur le plan intellectuel comme sur le plan activité. La personne a du mal à se détacher de son lit, fait tout ce qui est habituel, tout ce qu'il fait habituellement à la maison comme sur le lieu de travail. La personne n'arrive plus à se mouvoir correctement. Il y a une certaine lenteur dans ses gestes. Quand même dans la discussion, dans le discours, vous voyez que cette personne, même dans le discours, il y a une certaine inhibition, une certaine lenteur. En dehors de ça, quand on parle de... Est-ce qu'il n'y a pas des gens... Je ne vous coupe pas, vous allez poursuivre bientôt, mais c'est pour faire la nuance. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont associables naturellement, qui sont dans leur coin, qui sont recroquevillés, par exemple? Il faut faire la nuance, il ne faut pas confondre ces gens-là à des personnes souffrantes de la dépression. Bien sûr. En fait, quand je vais commencer à parler de dépression, c'est qu'il y a un changement dans le fonctionnement habituel de la personne et qui évolue. Tout ce qu'on cite comme symptômes, c'est un changement qui survient dans la vie de la personne. Sa façon de vivre a changé et voilà les éléments du changement qu'on essaie de retrouver, qu'on retrouve aussi chez cette personne-là. Et donc, cette personne, j'ai parlé de la lenteur dans l'exécution des tâches, la lenteur dans l'élaboration du discours, la lenteur dans les activités habituelles de vie. En dehors de ça, cette personne a des troubles de l'humeur. Cette personne peut être très vite irritable sur certaines choses habituellement, des choses qui ne peuvent pas l'affecter, l'irriter. La personne sera devenir complètement sensible à ces choses. Et donc sur le plan de l'humeur, on voit cette personne irritée, énervée. Sur le plan du fonctionnement sexuel, on voit que cette personne n'a plus du tout des envies pour aller à la recherche de l'interaction au niveau émotionnel envers les autres. Du coup, sur le plan sexuel, il y a une certaine baisse de la libido, pas envie, des troubles érectiles, même ça pourrait entraîner chez l'homme. Ah bon? Et agir aussi sur le fonctionnement de la femme, dans ses désirs, tout ceci. Et il faut dire que dans notre contexte africain, plus précisément, quand la dépression est là, il y a beaucoup de symptômes physiques qui l'accompagnent. Cette personne va commencer peut-être à se plaindre d'une fatigue chronique. Je suis fatiguée, elle ne sait pas pourquoi elle est fatiguée, elle se plaint de fatigue, cette personne va commencer à se plaindre inhabituellement de courbatures à répétition. Toutes les 2 semaines, cette personne est en train de traiter son palu, en train de prendre des médicaments pour les courbatures. En dehors de ça, la personne peut vous parler des embarras gastriques d'une façon permanente. Beaucoup de symptômes vont venir. Et le plus grand symptôme qui vient et qui désorganise encore tout, c'est beaucoup plus le sommeil. Le sommeil est perturbé. On va parler de l'insomnie. Donc l'insomnie vient s'installer et quand l'insomnie s'installe, tout ce qu'il y a comme symptômes se renforce d'une façon exagérée sur cette personne-là. Donc, de façon ramassée, c'est ce que je peux vous dire par rapport aux symptômes de la dépression. Alors, quand est-ce qu'il faut s'alerter? Ok.
On sera alerte si ces symptômes que je viens de citer évoluent déjà plus de 2 semaines chez un individu. C'est vrai qu'il faut cette personne que nous voyons qui change du jour au lendemain et nous voyons qu'il y a une certaine tristesse, un changement dans son comportement sur les plans que je viens de citer et que ça évolue, ça va nous interpeller. Mais au-delà de 2 semaines, on est sûr qu'on est dans une dépression et il faut d'emblée une intervention d'un professionnel pour cette personne pour pouvoir l'aider à pouvoir sortir de sa situation. 2 semaines? Oui, 2 semaines, déjà 2 semaines. Et vous n'avez pas abordé la question, mais il y a quelque chose que je tente d'aborder très rapidement. Allez-y. Pour expliquer un peu comment s'installe la dépression. Si nous prenons, quand il y a une situation inhabituelle de vie qui survient, ça peut être un deuil, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être des situations qui nous mettent vraiment en difficulté dans l'interaction avec un certain nombre de personnes. Quand des choses comme ça surviennent chez quelqu'un, naturellement cette personne essaie, par ses mécanismes de défense, de pouvoir se tenir en équilibre et de pouvoir gérer la situation. Et donc, le psychisme de cette personne essaie de se mettre en équilibre par rapport à la situation. Mais plus la personne s'investit, si la réponse n'arrive pas à venir, ses capacités de défense s'épuisent. Et plus ses capacités de défense s'épuisent, sa capacité à réfléchir, à élaborer, diminue fortement et les émotions prennent complètement la place. Et donc, on dira d'une façon caricaturale, les émotions, le cœur devient très très gros et le cerveau très très petit parce que cette personne, les cognitions deviennent complètement faibles. Cette personne n'arrive plus à percevoir une situation tout sur les angles qu'une personne normale peut percevoir la situation. Les émotions prennent complètement la place et tout revient à une décharge émotionnelle. Et c'est comme ça que la dépression s'installe. Et donc, quand quelqu'un est en difficulté et essaie de s'en sortir, c'est déjà là que nous devons lui donner un coup de pouce pour pouvoir vite s'équilibrer. Mais si cette défense, ces mécanismes arrivent à s'épuiser, c'est fini. Les émotions prennent complètement la place des cognitions, de la réflexion, de l'intelligence, tout ça, comme vous voulez. Et donc, la personne encaisse les émotions et les symptômes s'installent. Alors, qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à quelqu'un qui déprime? Dire psychanalyse, c'est déjà un peu trop un peu vaste, oui. Si on va parler de plus psychologique, voilà, la plus psychologique ou psychiatrique peut apporter à cette personne-là. D'abord, la plus psychologique déjà donne un espace de parole à cette personne-là. Parce que quand on souffre et qu'on ne parle pas de sa souffrance, qu'on ne se vide pas de ses émotions, la souffrance grandit. C'est comme un ballon de baudruche. Quand vous y mettez de l'air, et qu'à un moment donné, vous ne laissez pas échapper de l'air, la paroi devient tendue et peut éclater très vite. Donc, déjà, la consultation psychologique ou psychiatrique donne à cette personne l'espace de parole pour pouvoir verbaliser ses souffrances et s'autoriser à se vider de ses émotions. Sans esprit de critique, sans qu'on ne lui renvoie une certaine culpabilité, la personne a quand même l'espace de parole. Et ça, c'est le début de la guérison. Et c'est ce que l'appui psychologique donne déjà, l'appui psychiatrique donne déjà en un premier temps. Dans un deuxième temps, l'appui psychologique ou psychiatrique va lui prêter des ressources. Les ressources que cette personne n'a pas. Pour pouvoir éveiller ses cognitions. Parce que ces cognitions, ça devient sa façon de réfléchir. Ça devient, comme je disais, c'est une façon caricaturale. Le cerveau devient tout petit et les émotions prennent la place. Le thérapeute va essayer de réaliser l'équilibre. Parce que la personne arrive à déverser ses émotions. Ça commence à ramener cette personne un peu vers les cognitions. Et ensemble,
le psychiatre ou bien le psychologue évalue les ressources que cette personne peut utiliser pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir équilibrer la balance émotion-cognition. C'est ça que le psychiatre et le psychologue apportent à ce patient. Et maintenant, il faut dire sur le plan psychiatrique, à un certain niveau, il faut donner un appui à cette personne-là, comme une béquille pour que les choses arrivent à s'établir. C'est quelqu'un qui est complètement enfoncé, quand je dis enfoncé, dans ses émotions négatives, il faut lui apporter un peu de bien-être. Parfois, la parole ne suffit pas. Parce que la dépression, comme dit là, entraîne beaucoup de processus biologiques. Et donc, on a besoin d'apporter un peu sur le plan thérapeutique pour pouvoir mobiliser quelques neurotransmetteurs, quelques hormones pour pouvoir améliorer l'humeur de cette personne-là. Et quand vient l'étape pour la personne, la charge émotionnelle, les médicaments arrivent à un peu désamorcer la charge émotionnelle, facilement aussi on peut pouvoir installer, faire travailler sur le plan psychothérapeutique beaucoup de moyens, de mécanismes pour pouvoir aider cette personne à redevenir autonome. Donc, c'est ce que l'appui psychologique et psychiatrique apporte à cette personne qui est en situation de dépression. Et dans tous les cas, on arrive à rendre cette personne-là autonome? Dans la majeure partie des cas. Je ne dis pas 100% parce que n'importe quelle maladie, même un paludisme peut venir et ça va prendre du temps. Le délai est variable. Mais en ce qui concerne la dépression, quand il y a un bon suivi sur le plan psychologique et ou psychiatrique, la guérison s'établit. Il faut dire que, hommes que nous sommes, nous savons traverser, on dit au cours de notre vie, on arrive à avoir des moments vraiment où on a fait une dépression complète. Même si ce n'est pas par appui d'un psychiatre ou bien d'un psychologue, quelqu'un ou quelque chose dans notre environnement arrive à nous faire sortir d'affaires. Donc, la guérison, retrouver son équilibre mental, c'est bien possible. Et dans la majeure des cas, le résultat est patent pour quelqu'un qui est déprimé ou qui traverse une situation de dépression profonde. La dépression, bon, c'est vrai que c'est une question banale, mais c'est également ça l'émission. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Est-ce que la dépression peut conduire au suicide? Il faut dire que la maladie psychiatrique, déjà, la dépression est la plus grande maladie psychiatrique, fait partie des plus grandes maladies en psychiatrie, les maladies les plus courantes en psychiatrie. Et le taux de suicide au niveau des déprimés est très élevé. De par le monde. Parce que quand le processus s'établit, l'individu perd ses capacités de défense. Les émotions deviennent très très fortes. Et quand l'émotion prend complètement la place des cognitions, beaucoup de choses peuvent arriver. La personne, en épuisant ses mécanismes, se dit que je n'ai plus d'issue. C'est comme un cul de sac. Je marche encore, je suis face au mur. Je n'ai plus d'issue. La personne n'imagine plus aucune possibilité pour se tirer d'affaire. Et donc, les idées suicidaires, ça émerge très vite. Et ça conduit à un geste suicidaire, que cela soit planifié ou impulsif. Donc, il urge de vite consulter un spécialiste. Oui, c'est très important de consulter un spécialiste quand il s'agit de dépression. Il faut dire que initialement en Afrique, les idées suicidaires, ça ne vient pas souvent au premier plan, initialement. Mais l'évolution, l'occidentalisation que nous avons fait qu'aujourd'hui, on ne pourra plus parler d'emblée d'une dépression qui est propre aux Noirs africains. Parce que les idées suicidaires, ça vient spontanément. Il y a beaucoup de cas de suicide ici au Bénin en situation de dépression.
Alors, qu'est-ce que la personne même, la personne qui est déprimée, le sujet qui est déprimé doit faire, quel effort lui-même doit faire pour s'en sortir? On ne pourrait pas dire que le sujet déprimé a une obligation de faire des efforts pour s'en sortir. La personne a déjà épuisé ses mécanismes de défense. Son cerveau n'arrive plus à produire des solutions. Débordé par les émotions, cette personne a besoin d'appui. La question sera, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces personnes-là? Oui, justement. Je voulais même voilà. en arriver là, je savais que vous allez... Et parce que vous dites qu'il faut aller consulter. Est-ce que ce n'est pas aux autres de remarquer ces symptômes, ces signes que vous avez cités et faire consulter la personne déprimée? Déjà, quand la personne se sent en situation de dépression, la seule chose que cette personne pourrait faire, c'est appel à l'aide. Ça peut ne pas être directement vers un psychiatre. Déjà son entourage, la personne va appeler à l'aide. Je n'en peux plus. Et quel doit être le rôle de cet entourage? Cet entourage va déjà apporter d'abord tout ce qu'elle peut apporter d'une façon archaïque à cette personne-là pour pouvoir soutenir cette personne-là, l'accompagner, valider ses émotions. Parce que non, c'est rien, ça va passer. Non, il faut d'abord valider les émotions de la personne pour que la personne comprenne qu'on a touché du doigt sa souffrance. Et rapidement, c'est très important de l'amener vers un système de soins, un psychologue ou un psychiatre pour qu'il y ait une intervention rapide pour cette personne-là. Une fois chez le psychiatre, est-ce qu'on peut connaître un peu comment le traitement se déroule? Le traitement se déroule en plusieurs phases. Ce n'est pas un standard. Mais ce que nous faisons d'abord, et ce qui est très important, c'est l'écoute. L'espace de parole. Aider la personne à valider, à exprimer sa souffrance, à dire ce qui fait souffrir, l'autoriser à pouvoir exprimer ses émotions, pleurer, tout. Après ça, on s'imprègne de toute sa situation de vie, son mode de fonctionnement, sa religion, tout ce qui concerne la personne. Pour d'abord comprendre le fonctionnement habituel de cette personne-là avant la dépression, son contexte, tout. Pour essayer de construire avec ces personnes en se fondant sur ses propres ressources, ses propres mécanismes pour pouvoir bâtir une solution avec cette personne-là sur le plan psychothérapeutique. Et donc dans ce processus-là, on fait appui sur certains médicaments pour pouvoir aider cette personne-là à retrouver un certain équilibre et maintenant faire asseoir correctement la psychothérapie pour pouvoir renforcer ses compétences, ses mécanismes de défense. Alors, donnez-nous des astuces pour pouvoir éviter une dépression. Pour pouvoir éviter une dépression, c'est beaucoup parler. Quand je dis beaucoup parler, se confier. C'est réussir à parler de ses souffrances. C'est réussir à exprimer ses émotions. Parce que quand on se renferme dans ses émotions, c'est le plus grand piège. Pouvoir verbaliser, dire ce qu'on vit mal et pouvoir exprimer ses émotions. C'est d'abord ça. En dehors de ça, créer autour de soi un environnement agréable. Parce que chaque moment agréable qu'on passe, ça sécrète en nous beaucoup d'hormones. Ce qui est positif pour nous. La noradrénaline, la sérotonine, un peu de dopamine, tout ça, la bonne humeur, tout ce qui nous crée de la joie, ça sécrète de bonnes substances dans notre organisme qui nous permet de toujours rester en équilibre, de garder nos défenses, de garder nos compétences. Donc, la bonne humeur, tout ce qu'il y a comme activité qui puisse renvoyer la bonne humeur, ce qui te plaît, ce que tu aimes, il faut que tu arrives à pouvoir les faire. Et aussi, on recommande l'activité physique. C'est très important. L'activité physique produit en nous des hormones agréables, les endorphines. Et donc, quand on fait des activités physiques régulières, ça nous aide à pouvoir
garder nos défenses parce que ça sécrète en nous des hormones qui nous permettent de rester en équilibre psychique. En dehors de choses là, de l'activité physique, on a parlé du cadre de vie, l'environnement. Essayez en dehors de notre travail avoir d'autres activités qui nous sortent du cadre du travail. Le travail, c'est, même si on l'aime, c'est très stressant. Et donc, on doit trouver des moments où on est complètement détaché de la routine du travail. Donc, se créer des moments de loisirs et d'interaction avec les autres. Tout ça nous aide à pouvoir nous garder dans un certain équilibre psychologique, un certain équilibre mental. Alors, quand on mène en application toutes ces recommandations, tous ces conseils que vous avez donnés et que ça ne marche pas, il faut vite aller consulter un médecin. Oui, très vite. Est-ce que vous avez déjà rencontré des patients venus à l'hôpital à cause de la dépression ici au Bénin? Oui, beaucoup. On pourrait dire 70% au moins des consultations en psychiatrie au Bénin et pas le monde d'ailleurs, c'est beaucoup plus les cas de dépression qui viennent. Les cas les plus difficiles sont beaucoup plus rares. C'est beaucoup plus la dépression. Ça vient au premier plan dans les consultations psychiatriques et psychologiques. Et c'est sur ça que nous travaillons régulièrement et tout le temps. Votre mot de fin? Merci. Ce que nous allons dire par rapport à la dépression. La dépression, c'est méchant. C'est méchant? C'est très méchant parce que ça désamorce vos capacités de défense. Ça vous réduit, ça vous replie sur vous-même pour pouvoir réussir à vous désamorcer, à vous détruire. Pour finir d'emblée par des idées suicidaires, de culpabilité, aller jusqu'à des maladies suffisamment graves. Une dépression peut conduire à la mélancolie. Une dépression peut conduire à la psychose. Donc, c'est la porte d'entrée pour des maladies psychiatriques plus graves. Ça peut conduire à la folie. Oui, ce que les gens savent. C'est vrai que vous n'aimez pas. Nous n'appelons pas ça la folie, mais ça peut permettre à tout le monde de comprendre. Ça pourrait amener à des états psychiatriques graves où on entend des voix qui vous parlent et qui vous disent de mauvaises choses. On voit des choses qui n'existent pas. On se sent persécuté. On se sent suivi. Ce sont des choses qui... Et quand ça commence à prendre cet aspect-là, ça devient vraiment grave. Donc, il faut une intervention d'urgence pour pouvoir vite maîtriser les symptômes de la dépression. Eh bien, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour le compte de ce numéro de Hémisphère droit, Hémisphère gauche. Nous avons parlé de la dépression, les différents facteurs. Docteur Racine de Pascal Viou était notre invité. Merci à vous, docteur. Merci. À la prochaine.